Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode d'Éco-Débat dans sa 4e saison. Saison que nous entamons avec les catastrophes naturelles qui ont rythmé, endeuillé le royaume ces dernières semaines. Crues, inondations et feux de forêt, autant de drames qui ont comme rappelé au gouvernement l'urgence de traiter efficacement cette question de gestion des risques de catastrophes naturelles. Du coup, jeudi dernier, le Conseil du gouvernement a discuté le projet de décret relatif à la création d'une taxe parafiscale à même d'alimenter le fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. La loi 110-14, en vigueur dès janvier prochain, propose ainsi un régime mixte d'indemnisation. Qu'une vie n'a pas de prix, force est de constater que chaque année, des dizaines de victimes sont à déplorer et quelques 800 millions de dollars partent en fumée. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est aussi de gouvernance qu'il s'agit. La Banque mondiale a décrit cette gestion marocaine des catastrophes naturelles, telle, je cite, un désordre institutionnel. Afin de mettre de l'ordre dans les différents aspects de la gestion des catastrophes naturelles, nous avons invité des experts en la matière. Tout d'abord, un expert en gestion des risques, Hicham Zine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Également sur ce plateau et pour tout ce qui concerne les risques liés au secteur agricole, j'ai le plaisir de recevoir le vice-président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, Rachid Nali. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Et puis, monsieur Météo National, j'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir Mohamed Bellouchi. Bonsoir et bienvenue à vous aussi, monsieur. Merci, madame. Je souhaiterais entamer cette discussion, messieurs, par le cadre réglementaire de la gestion des risques, et notamment en ce qui concerne les catastrophes naturelles. C'est donc bien sûr le débat de ce soir. L'absence d'une loi cadre portant sur la prévention et la gestion des risques, sans oublier que l'on n'applique pas de sanctions en matière de prévention et des risques. Hicham Zine, comment trouvez-vous cela? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2019 et nous n'avons pas de loi qui encadre cette question des catastrophes naturelles, que ce soit pour les risques ou même pour les impacts? D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation et je tiens à adresser mes condoléances aux familles des victimes, etc. Effectivement, donc, on n'a pas une loi cadre pour la gestion des risques de catastrophes au Maroc. Ça tardait un peu. Mais ceci étant dit, donc nous avons quand même un certain nombre de lois et de décrets qui remontent à un certain nombre d'années, mais qui focalisent essentiellement sur la gestion des urgences. Alors que la gestion des risques de catastrophe, elle est un peu différente. Donc la prise en conscience en matière de prévention des risques de catastrophes, est relativement récente au Maroc. Et donc, je pense que cela explique donc ce retard en matière d'une loi qui cadre la gestion des risques de catastrophes au niveau national. Quand on parle de gestion de risques, qu'en est-il si déjà le malheur advient? Si aujourd'hui, par exemple, on voit les crues, par exemple, ou les victimes d'inondations, qui est responsable? À qui incombe cette responsabilité, in fine? Et est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui qui punit les responsables? Je pense, d'abord, pas à ma connaissance, cette loi, donc je ne pense pas. Il y a un certain nombre de décrets éparpillés dans différents domaines, dans différents secteurs, mais il n'y a pas une loi. Et la gestion des risques de catastrophe, déjà, lorsque les catastrophes se produisent, c'est un peu en retard. On doit axer nos interventions d'abord sur la prévention, donc sur des approches qui sont proactives, axées sur l'anticipation. Donc c'est ça un peu les recommandations des Nations Unies, notamment dans le cadre d'action de Hugo ou bien le cadre d'action de Sendai. La gestion quand la catastrophe se produit, donc à ce moment-là, donc on est dans la gestion de la crise, dans la gestion de catastrophe, c'est un peu trop tard. Justement, je ne pense pas qu'il y a donc des lois qui, à moins que les personnes en question, donc il y a aujourd'hui on trouve de l'assurance et réassurance qui ont commencé à s'installer au Maroc pour un certain nombre. Si les personnes ou les entreprises
Les personnes menacées, ils sont donc inscrits dans des assurances. À ce moment-là, ils pourraient avoir indemnisation. Une indemnisation. Autrement, donc, il n'y a pas grand-chose. Qu'en est-il du secteur agricole, Rachid Ben Ali, et en ce qui concerne cette question de gestion de risque et notamment de prévention de sécheresse? C'est ce qui touche le plus le secteur, détrompez-moi si je me trompe, sachant que le Maroc, bien sûr, avec les spécificités climatiques et géographiques du royaume. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans la prévention pour éviter aux agriculteurs d'essuyer des pertes considérables à cause de sécheresse ou même d'inondations? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Ça fait toujours plaisir d'être chez vous. Effectivement, dans le secteur agricole, depuis quelques années déjà, il y a une prise en conscience de ces aléas climatiques. Vous savez quand même que la sécheresse est devenue pratiquement maintenant une année sur 3, alors qu'avant c'était une année sur 10 ou bon plus. Les inondations, maintenant, ça devient pratiquement chaque année. Les effets de... Il n'y a pas que ça. Mais bon, c'est le point le plus important. Mais il y a beaucoup de problèmes aussi. Il y a les effets de la grêle. Vous avez vu récemment les effets que ça a donné, même pas uniquement au Maroc, mais dans toute la région, en France aussi, en Espagne. Effectivement, ça a été pris sérieusement. Et ça a été traité par plusieurs aspects. On peut dire qu'il y a eu au niveau de fonds de développement rural, de développement agricole, il y a eu des subventions sur les filets, par exemple, de grêle, pour limiter les effets des dégâts causés par la grêle. Il y a eu des générateurs de l'anti-grêle qui ont été achetés et placés chez les agriculteurs dans les zones très sensibles. Au niveau de la sécheresse, il y a eu des assurances, chose qui a été faite avec la MAMDA, avec la mutuelle des agriculteurs. Aujourd'hui, depuis 2009 à aujourd'hui, on assure pratiquement 1 million d'hectares chaque année. Il y a 2 ans... Ça représente combien d'agriculteurs ou de... 40 000 agriculteurs en moyenne. 40 000 agriculteurs en moyenne qui en bénéficient. C'est les gens à leur demande. Donc, tous les gens qui ont demandé, ils ont pu être assurés. Donc, il y a une assurance multirisque pour les céréalicultures, légumineuses et oléagineuses, et une assurance multirisque pour l'arboriculture, et aux alentours de un peu plus d'1 million d'hectares. Alors, vous avez parlé, vous êtes peut-être trompé sur le fonds de développement rural. Justement, je vais parler du monde rural. Quels sont les impacts de ces catastrophes naturelles sur le monde rural de manière générale, plus que l'agriculture? Alors, sur le monde rural... Qui dit agriculture, dit monde rural déjà. Oui, parce que quand même, vous savez que 80% des activités dans le monde rural dépendent de l'agriculture. C'est très important parce qu'on a eu, avec les effets de ces intempéries, on a eu de l'érosion de sol qui a causé des gros problèmes pour la suite, pour l'agriculture dans ces zones. Il y a eu des problèmes aussi de pâturage pour notre cheptel. Et là, vraiment des sérieux problèmes. Maintenant, ça a changé même les modes de l'élevage dans certaines régions. Maintenant, on ne peut plus faire du pâturage classique. On est obligé d'en faire de l'engraissement dans des fermes. Et ça a changé, bien sûr, les effets Il y a des zones, carrément, si vous voyez même en se déplaçant, il y a des zones avec l'effet de la sécheresse où il y a des zones pratiquement qui sont vides. Très bien. Il y a des zones, je cite la région de Haouz, où il y a plus de 800 000 hectares. Ils ont une année de récolte sur 7 ou 8. Donc les autres années, maintenant, on commence à voir que les gens disparaissent complètement. Et le grand effet là-dessus, c'est la disparition, bien sûr, de l'emploi au niveau du secteur dans le rural. Et il y a le grand point, c'est l'exode rural. L'exode rural, qu'on a commencé à le sentir l'effet depuis les années 80. Et on continue à le sentir. Chaque année qu'il y a une mauvaise année, elle est suivie automatiquement par un exode rural parce qu'effectivement, il n'y a plus rien à faire au niveau de la campagne. Donc, on va directement en ville. Exactement. Et c'est malheureux à remarquer. Mais Mohamed Belhouchi, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut toujours pas prévoir des années de sécheresse à l'avance, sachant que je sais que vous disposez d'une base de données importante, de l'évolution de la météo, voire même du climat, parce qu'il y a une différence entre les deux, du royaume pendant plusieurs décennies. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts pour prévenir d'une future sécheresse ou même inondation?
Tout d'abord, je tiens à vous remercier et me joindre à vos invités pour vous remercier pour cette invitation et surtout pour le sujet que vous avez choisi en cette période. Merci. Vous savez, la prévision, elle est très compliquée. Pour vous donner une idée, un résumé, pour faire augmenter actuellement la prévision est de l'ordre de 5 à 7 jours. Pour augmenter de 24 heures, c'est-à-dire pour la rendre raisonnable, honorable, pour 8 jours, il faut travailler 10 ans, avec tous les moyens de recherche dont nous disposons. Très bien. Comme vous l'avez précisé, il faut beaucoup de données. L'atmosphère existe depuis toujours. Donc, les données dont on dispose, ce n'est qu'une partie. Donc, tous les modèles de prévision, surtout pour la longue échéance, parce qu'il faut différencier dans la prévision, vous avez le no-casting, c'est-à-dire dans les médias, et puis vous avez pour 24 heures la moyenne échéance, et puis vous avez ce qu'on appelle la prévision saisonnière. La prévision saisonnière, elle est à ses débuts. Elle restera toujours relativement au-deçà de ce qu'on peut exiger d'elle, puisqu'on la compare généralement à la prévision que nous connaissons du temps qu'il fera demain ou après-demain. Parce que ces modèles ils exigent des ordinateurs très puissants. Sachez qu'à la météorologie nationale, nous disposons de l'un des plus puissants ordinateurs qui puissent exister dans le monde. Et que nos services de prévision, ils sont au même niveau que les services européens. Et qu'il n'y a pas qu'une prévision nationale, c'est-à-dire que les prévisions que nous élaborons, ils sont faits avec le Centre européen de prévision, c'est-à-dire c'est une coopération qui est internationale, il y a un échange. C'est pour ça qu'on est arrivé à cette tendance pour le temps, pour une saison. Je voudrais juste revenir à ce rapport de la Cour des comptes qui remonte à 2016, justement par rapport à l'impact et à la gestion des catastrophes naturelles au Maroc. Et selon ce rapport de la Cour des comptes, eh bien, l'analyse des données fournies par la Direction de la météorologie nationale montre certaines difficultés, notamment pour alerter à un niveau territorial circonscrit. En d'autres termes, les lieux susceptibles de subir le plus d'impact durant les situations extrêmes. Que dites-vous? Une réaction peut-être par rapport à cette observation de la Cour des comptes? Vous savez, avec ces changements qu'il y a dans le temps ou dans le climat, ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes sont de plus en plus récurrents et de plus en plus intenses. Vous savez qu'actuellement, pour un petit peu sortir du cadre du Maroc, vous avez des cyclones qui généralement ont une trajectoire donnée. Maintenant, on les retrouve dans des zones où ils n'existaient pas. Ils changent de trajectoire. Même de position, ils changent de saison. Donc, il y a une certaine, je dirais, anomalie dans le temps et dans sa régulance. Donc, pour revenir à votre question, madame, sachez que par sa position géographique, le Maroc il a une très grande façade atlantique, méditerranéenne. Il a une chaîne montagneuse qui est l'Atlas et les reliefs, et vous avez le Sahara. Donc, et il est régularisé, ce système est régularisé par 2 centres d'action qui ne nous font pas tellement de cadeaux. Vous avez l'anticyclone des Açores qui, à son gré, nous bloque les perturbations à des moments où on s'attend, d'où les sécheresses que nous avons connues, surtout les années 80, où ils étaient très qu'on subit actuellement les séquences, comme le disait Sibn Ali tout à l'heure, avec l'exode rural, avec tout ce que vous connaissez comme conséquences néfastes. Vous avez les vagues de chaleur et vagues de froid qui sont de plus en plus récurrentes et qui ont des impacts presque immédiats dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, parce qu'ils sont généralement, ces aléas climatiques sont accompagnés par des vents forts qui empêchent, on pourrait peut-être parler aussi dans la navigation maritime et dans la pêche côtière, qui immobilisent pour des journées, voire même il y a eu des dégâts, il ne faut pas les oublier, parce qu'actuellement nous sommes interpellés par ces phénomènes, parce qu'il y a eu des crues dans des oueds et en montagne. Bientôt, c'est l'hiver et on va passer aux vagues de froid, donc il va y avoir de la neige. Moi, je suis un petit peu, on est
comment vous dire, on ne peut pas trouver de règles pour parler d'un phénomène. Puisqu'on est en train de parler catastrophe naturelle, il ne faut pas oublier aussi le séisme, qui fait partie de ces catastrophes, et où on est incapable, où on ne peut pas prévoir de séisme. Et les conséquences qui peuvent... Déjà là, on est favorisé parce que dans le domaine de la météorologie, on peut faire de la prévision. Sa fiabilité, elle est relative. Si on vous me demandait de faire, par exemple, une prévision pour le transport aérien, je pourrais vous satisfaire. Mais si vous me demandez de faire la sécheresse, je peux peut-être vous annoncer, mais je ne pourrais pas vous dire exactement la pluviométrie. Et si j'arrive même à vous dire la pluviométrie, je n'arriverai peut-être pas à vous la localiser, vous dire dans cette région ou ça. C'est ça la difficulté. Il faut beaucoup de données climatologiques, il faut beaucoup de puissance de calcul pour faire ça, et surtout de l'expertise. Pour vous rassurer, je crois en termes de compétences humaines. De compétences humaines, et grâce à Dieu, nous avons d'excellents, et je mesure mes mots, météorologues. La preuve, ils ont fait leur preuve au Maroc, et c'est grâce à eux qu'on a pu éviter beaucoup de catastrophes, et leur expertise, elle est un petit peu véhiculée, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, et même dans le centre de prévision européenne, qui est le centre de prévision pour le monde, je dirais. Je voudrais revenir à cette question d'impact des catastrophes naturelles, et vous avez soulevé un point très important, celui, n'est-ce pas, de la prévision. On peut prévoir certains phénomènes, on ne peut malheureusement pas prévoir certains autres. Est-ce qu'aujourd'hui, le risque climatique est-il pris en compte pour élaborer des stratégies pour avoir une meilleure analyse prévisionnelle, notamment dans plusieurs secteurs, que ce soit pour les catastrophes naturelles de type séisme, par exemple, ou inondation, ou autres, Hicham Zine? On a commencé à faire ça, mais on a accumulé beaucoup de retard dans ce sens. Quand est-ce qu'on a commencé au Maroc à faire cela C'est-à-dire, on l'a fait, c'est-à-dire pour tout ce qui est risque climatique, peut-être qu'il y a quand même une petite avancée. Mais on n'a pas, on va dire, cette culture de gestion de risque où tout projet de développement doit passer inévitablement par une phase d'évaluation des risques, donc tel qu'il est indiqué par, on va dire, les Nations Unies. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas faire du processus de développement durable sans prendre en considération la dimension des risques. Alors, si on prend le cas d'un certain nombre de ministères, ils ont commencé à concevoir des cartes. On a un bon travail qui a été fait, ça fait maintenant en 2012, 2013, 2014 par la Banque mondiale au Maroc, donc pour élaborer donc les premières cartes de risque, donc les cartes séismiques, les cartes de sécheresse, les risques de sécheresse avec différentes périodes de retour, les risques des inondations pour plusieurs bassins versants avec différentes périodes de retour, glissement de terrain. Mais donc ça ne coïncidait pas avec une prise de conscience au niveau national pour utiliser ces outils-là et aller en avant. Donc ça, c'est venu un peu en retard. Certes qu'il y a un progrès, mais ce progrès-là, donc il est venu un peu en retard. Et on a commencé à utiliser et plutôt de développer davantage ces cartes. Aller dans des résolutions et des échelles plus élevées. Donc je pense en l'occurrence aux cartes des aptitudes à l'urbanisation, donc qui sont élaborées par le ministère d'aménagement de territoire. Il y a également les PTRC, les plans régionaux de lutte contre le changement climatique initiés et lancés depuis un certain moment, je pense 2016, au niveau national, donc pour élaborer des plans à l'échelle régionale afin de s'adapter au changement climatique et atténuer les effets du changement climatique. Alors, si la catastrophe naturelle est déjà passée, est-ce que nous disposons d'outils pour évaluer les dégâts? Ça, c'est très important. C'est très important et c'est, on va dire, la pièce angulaire en matière de gestion de catastrophes. Et je vais lier à ce qui a été avancé tout à l'heure dans le cadre de l'étude de la Cour des comptes. L'évaluation, c'est un stade très important. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord estimer ce qui s'est passé, avoir une évaluation du coût de la catastrophe. Malheureusement, l'évaluation, il n'est pas systématique au Maroc. On a commencé à faire ça, mais ce n'est pas systématique. On le fait dans des conditions bien particulières lorsqu'il y a des grandes catastrophes.
Et lorsqu'on le fait, on prend en considération uniquement les dommages. On ne considère pas les pertes. Il y a une différence entre... Quelle est la différence entre dommages Alors, et le pertes? dommage, c'est un peu physique. Donc, la destruction des routes, etc., c'est direct. La perte, c'est indirect. Je vous donne un exemple. Donc, on a une coupure de route. Donc, là, c'est le dommage. Mais la perte, c'est qu'il y a des marchandises qu'on n'a pas pu véhiculer ailleurs, donc pour la commercialisation. Et ça se peut qu'on ait des pertes. Un autre exemple, ça se peut qu'on a dans une zone une école qui n'était pas touchée par les inondations ou par un tremblement de terre, etc. Mais on l'a utilisé pour héberger des gens. Donc, il n'a pas fait sa fonction convenablement. Au lieu, donc, on l'utilise pour l'éducation. Et qui coûte un budget finalement à l'État. Ça coûte un budget. Donc, ça, on ne le considère pas. Aujourd'hui, il y a des approches méthodologiques qui sont préconisées. Et j'aimerais évoquer dans ce sens l'approche d'ALA et PDNI, qu'on a appliquée une seule fois au Maroc, dans le cas des inondations de Sidi Ifni, en 2014, avec l'appui financier du PNUD. Donc, le DALA, c'est Damage and Loss Assessment, donc c'est l'évaluation des dommages, et le PDNI, c'est Post-Disaster Need Assessment, ou bien l'évaluation des besoins après catastrophe. Malheureusement, on n'applique pas ça d'une façon systématique. L'importance, en fait, de l'évaluation des dommages réside d'abord, donc c'est un outil à travers lequel on peut faire des études co-bénéfices. C'est-à-dire, moi, je suis responsable d'une région, d'une province et d'une commune. Aujourd'hui, je sais combien ça me coûte la catastrophe en moyenne annuellement. Mais est-ce que les collectivités territoriales jouent ce rôle-là, notamment, ne serait-ce que pour la gestion d'abord des risques, mais aussi la gestion de catastrophes naturelles, dont l'évaluation des coûts? Non, ce n'est pas systématique. C'est du cas par cas, ce n'est pas systématique. Et on doit justement, pour revenir aux lois, on doit instaurer des décrets pour inciter les collectivités locales à faire ce travail. Et l'avantage ici, c'est que les responsables, donc, lorsqu'ils vont faire le co-bénéfice, ils vont savoir combien ils perdent en moyenne annuellement à cause de la catastrophe. Et puis, s'ils commencent à faire du reboisement, des lacs collinaires, etc., combien ça va leur coûter. Et c'est-à-dire, en faisant cette étude, analyse co-bénéfice, on peut donc démontrer qu'il y a un bénéfice. Donc, en adoptant ces approches. La deuxième importance de l'évaluation, c'est à long terme. Aujourd'hui, si vous nous demandez d'élaborer des cartes de vulnérabilité, au Maroc, nous ne serons pas en mesure de le faire avec les données marocaines. On doit donc un peu s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Si on a une base de données historique sur tout ça, sur donc les catastrophes, les dommages et les pertes engendrées par les catastrophes dans le passé, nous serons en mesure de le faire. Donc c'est un outil important d'aide à la décision. Donc on n'a pas systématiquement, donc on n'applique pas en fait cette évaluation. Rachid Ben Ali, est-ce qu'aujourd'hui on parle de coûts qui avoisinent, selon la Banque mondiale, les 300 millions de dollars de pertes en cas de catastrophe naturelle annuelle, hein. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec ce chiffre qui a été avancé par la Banque mondiale il y a 2 ou 3 ans? Et puis si oui, est-ce que nous disposons de chiffres made in Maroc des pertes liées aux catastrophes naturelles, notamment pour l'agriculture qui reste bien sûr le socle de notre économie? Alors franchement, je ne peux pas vous répondre sur l'ensemble. Je peux répondre sur l'agriculture, par exemple. Oui, non, mais je parle vraiment de l'agriculture, d'où les 300 millions de dollars. 300 millions de dollars uniquement pour l'agriculture? Oui, c'est 800 millions de dollars de manière générale, oui, et dont 300 pour le secteur agricole, selon bien sûr ce rapport de la Banque mondiale. Ça dépend des années, c'est très variable d'une année à l'autre. Très bien. Ce qu'on peut vous dire, c'est au niveau de l'assurance, par exemple, la MAMDA qui couvre une bonne partie des zones sinistrées. Nous avons, en une seule année, je vous donne juste un chiffre, en une seule année, la MAMDA a payé 1 milliard de dirhams. Donc c'est l'équivalent de un peu plus de 100 millions de dollars en une seule année qui a été payée. Mais c'est une année exceptionnelle. C'était en 2000. C'est une année de sécheresse. C'est une vraie année de sécheresse qui a été payée en 2016. Mais cela, c'est que pour les gens qui sont finalement inscrits et assurés. Le reste n'est pas assuré, donc plus les risques peut-être et les impacts indirects. Oui. Si on englobe la totalité,
on a vraiment, il n'y a pas des chiffres réellement là-dessus. Ça a été fait. Je ne sais pas comment d'ailleurs ça a été fait, même avec la Banque mondiale. Avec la Banque mondiale. Tout le respect que je dois à la Banque mondiale, mais je ne sais pas comment ça a été chiffré exactement comme ça, mais c'est très variable d'une année à l'autre. Très bien. C'est-à-dire, pourquoi j'ai Vous trouvez quand même le chiffre de 300 millions de dollars à Rachid Mali, il vous a quand même, il vous a interpellé, enfin, il vous a un peu limite choqué même. Oui, un petit peu quand même. C'est un peu exagéré. Non, parce que je vous ai donné un chiffre de la mutuelle. C'est-à-dire en prenant la même superficie, en prenant les 1 million d'hectares qui sont pratiquement maintenant, ça fait 5-6 ans qu'on est à ce chiffre-là. Et on voit un petit peu tout ce qui a été indemnisé. Et on trouve que c'était une année, le maximum, c'était 1 milliard de dirhams. Et cette année, par exemple, c'était une année aussi de sécheresse, plus ou moins. C'est une année absolument. quand même très difficile. Ils ont payé 500 millions de dirhams. C'est la moitié. Donc, pour atteindre un chiffre de 300 millions de dollars, je trouve que c'est un peu exagéré. En tout cas pour le secteur agricole. Pas le secteur agricole, quand pour même. Pour des années de sécheresse, juste pour rappeler, ça dépasse à peine les quelques 1 milliard de dirhams de perte. Non, 1 milliard de dirhams, comme vous l'avez bien dit, ça a été indemnisé. Peut-être au total, ça fait 300 millions, mais c'est vraiment une année exceptionnelle. Exceptionnelle, très bien. On ne peut pas généraliser sur l'ensemble des années. Très bien. La réponse est claire. Peut-être une dernière réaction très brève avant par rapport notre toujours pause. Au de catastrophe, moi je pense, pas pour le secteur agricole, mais tout secteur confondu. Donc je pense que ce chiffre ne représente pas vraiment toute la réalité. Ce n'est pas qu'on veut cacher, mais seulement parce que l'approche préconisée se focalise uniquement sur le dommage. Je peux vous donner les chiffres de la province de Sidi Ifni. C'est une petite province, ce n'est pas Casablanca, ce n'est pas Rabat, ce n'est pas d'autres. Ce sont les inondations de 2014, les inondations de 2014, que vous avez citées tout à l'heure. Tout secteur confondu, on était à 2,2 milliards de dirhams. Donc voilà. Donc c'est une seule inondation, une seule zone. Donc on a pris en considération tout ce qui est, bien sûr, pas seulement l'agriculture, le réseau routier, l'infrastructure, les secteurs sociaux, les hôpitaux, etc., les écoles, tout ce qui a été donc endommagé. Et qui a fait cette évaluation? C'est toujours donc le PNUD? C'était avec un appui financier du PNUD. Technique, et donc, avec la province. Est-ce qu'il y a un appui technique? Est-ce que nous technique, avons en fait, des outils pour faire ça? par des Marocains, donc purement des équipes. Donc, nous avons les compétences et nous avons les outils. Nous avons les compétences, alhamdoulilah. Il y a des outils partout au Maroc, donc il faudrait juste aller en avant. Mais j'aimerais quand même souligner et relativiser en quelque sorte les choses. La gestion de risque de catastrophe, donc ça prend du temps. Ce n'est pas un travail de 2-3 ans, ça prend du temps. Il y a vraiment du progrès, il y a beaucoup de progrès, mais ça nécessite plus de temps. Voilà. Alors justement, nous allons prendre un petit temps de pause et nous allons revenir au débat. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous regardez Éco-Débat consacré ce soir à cette question de gestion et des impacts des catastrophes naturelles dans le sillage, bien sûr, des drames qu'a connus le Royaume ces dernières semaines, notamment en crues, inondations et autres feux de forêt. Mohamed Belouchi, météorologue, est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Je m'adresse à vous par rapport à cette question de sensibilisation. Et je reviens encore une fois à ce rapport de la Banque mondiale qui fait cette conclusion que le Marocain n'est pas suffisamment conscient ni sensibilisé par rapport à son exposition aux risques liés aux catastrophes naturelles. Est-ce que cette conclusion vous parle? Oui, elle m'a interpellé, mais je crois qu'on a fait beaucoup de progrès dans ça. Parce qu'il faut savoir que nous sommes partis, quand on commençait à faire de la communication sur ces crises, des aléas climatiques, au début c'était très timide. Au point qu'il fallait surveiller ces mots, choisir les mots, puisque c'est une communication de crise. À l'époque, on ne parlait pas de communication, mais on informait. La devise qui nous était donnée, informer sans pour autant alarmer. Très bien. Il y a une différence entre les deux. Si on voulait adhérer le citoyen à la crise et le fidéliser à nos informations, il fallait parler un langage qu'il comprenne. Bien qu'au début, nous avons été affrontés à comment vous expliquer ça, à des réticences qui étaient d'ordre culturel dans la société marocaine, pour ne pas dire autre chose, et que la prévision météorologique, elle a été bannie. Et les gens ne savaient pas que cette prévision pouvait leur épargner ou diminuer l'impact de la catastrophe naturelle. Donc,
Après, progressivement, ça ne fait que 3 décennies que nous avons commencé à diffuser les bulletins météorologiques normaux. Et pour les alertes, ça fait au moins 10 ans. Mais est-ce que les gens, justement, par rapport à ces alertes, ça fait 10 ans qu'elles existent, c'est vrai qu'on les voit souvent dans les différents médias, que ce soit télévisuel, radiophonique, et même sur les réseaux sociaux qui sont largement répandus parmi la population marocaine. Mais pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? Pourquoi aujourd'hui on a encore des crues qui emportent des joueurs de foot? Parce que, encore une fois, ce n'est pas leur faute, encore une fois, mais parce que l'alerte a été donnée, mais est-ce qu'elle a eu son effet? Vous savez, je vous ai dit que c'était culturel. Dans nos traditions, ça n'arrive qu'aux autres. Oui. Il faut franchement qu'on soit concerné directement pour qu'on réagisse. Aujourd'hui, on a le problème ou le phénomène des crues parce qu'on est dans une position de transition de saison. Demain, il va y avoir les vagues de froid, nous allons avoir des chutes de neige, il va y avoir des gens qui vont être bloqués avec leur famille. Exactement. Donc, il y a un problème de communication. Et je pense, à mon niveau, c'est un avis personnel, que nous sommes toujours en train de faire de l'information. On n'est pas passé à la communication de crise. La communication de crise, elle a ses règles. C'est-à-dire qu'il faut parler, dire ce qui nous attend, mais le citoyen, qu'est-ce qu'il attend? Il n'attend pas que vous lui dites qu'il va y avoir la crue. Il faut lui dire comment se comporter face à ce phénomène. Je crois qu'on avait timidement commencé ça. Malheureusement, les tranches horaires qui nous étaient attribuées, elles étaient très courtes et on ne pouvait pas donner l'information et en même temps donner les comportements à faire. Donc on a essayé de créer des guides qu'on a distribués un petit peu à droite et à gauche. On a travaillé avec nos collègues de l'hydraulique, avec la protection civile, avec la protection routière, mais ça demande beaucoup de temps et ça demande énormément de moyens. Les médias nous ont beaucoup aidés parce qu'il fallait qu'ils comprennent, et je remercie beaucoup, ils vont se reconnaître, on est arrivé de l'information à ce qu'on fasse les synthèses, c'est-à-dire qu'on écrit, attention, il y a crue, chose qui ne se faisait pas et c'était une révolution dans le domaine. Et il faut surtout se rappeler d'un moment où on a vulgarisé, je dirais banalisé l'information météorologique et on l'a passé avec un gag, avec une petite plaisanterie et c'est ça qui a chuté. C'était les années 80, c'est bien allé son rappel, quand il y avait la sécheresse à cette époque-là, on faisait passer la sécheresse sans pour autant dire qu'il faut se prémunir contre la sécheresse. Ce n'est pas une fatalité, on a toujours eu, il faut s'adapter au phénomène. Donc dans le domaine de l'information, il y a beaucoup à faire. Il y a aussi dans le domaine chez les médias ou le monde du journalisme, jusqu'à présent, on n'a pas de journalistes scientifiques. J'ai toujours demandé est-ce qu'il y a des journalistes comme on a des journalistes du sport, comme nous avons des journalistes en politique, comme nous avons des journalistes, il faut se spécialiser dans ce domaine. Dans les chaînes, en Europe, vous avez des messieurs météo qui sont, je ne dirais pas monsieur, mais qui vous expliquent le phénomène et qui vous apprennent comment se comporter. Oui. Et ils n'essayent pas de vous effrayer, ils vous disent voilà comment se comporter. Quand bien même qu'on utilise le mot alerte orange, mais non. Voilà, au moins vous savez à quoi vous en tenir sans pour autant alerter les populations. Sans pour autant, parce que là, il faut savoir qu'on a bataillé pour faire passer ce qu'on appelle les vigilances en couleur. Très bien. Parce qu'il ne fallait pas mettre le rouge, il ne fallait pas mettre le jaune. Si ce n'était pas un problème technique, c'était un problème d'alerte. Donc maintenant, on est arrivé à ça et c'est une belle victoire pour les gens des médias. Parce que nous avons beaucoup été, nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des gens de communication, nous sommes des prévisionnistes, nous sommes des météorologues, des scientifiques, mais on s'est adapté et grâce à Dieu, beaucoup de journalistes nous ont aidés. Je les remercie, c'est une occasion. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont cassé certains tabous. Et nous avons maintenant une tranche horaire qui s'impose. Mais il y a du pain sur la planche.
beaucoup même. Beaucoup même. Je voudrais justement revenir brillamment expliqué par M. Bellouchi par rapport au rôle des médias, par rapport à la sensibilisation des populations. Alors avant, vous disiez que c'était une question d'information, il faut une question de communication. Quel est le rôle du centre de veille et de coordination, Hicham Zine? Alors le centre de veille et de coordination, je pense que ça a été créé en 2004. Donc justement, c'est pour assurer une coordination interministérielle. C'est très important dans le sens où c'est un centre, en fait, la gestion des risques de catastrophe passe inévitablement par la coordination. Aucun département à lui seul ne peut faire face aux catastrophes et leurs impacts. Donc ça a été fait, mais je pense qu'il focalise plus sur la gestion aussi des urgences et des catastrophes lorsqu'ils se produisent. Très bien. Donc, il y a également d'autres départements, enfin d'autres entités au sein du ministère de l'Intérieur qui focalisent maintenant sur la gestion des risques de catastrophes et sur l'aspect prévention-anticipation. Beaucoup d'intervenants dans cette question de gestion de risques, oui, de catastrophes naturelles. Est-ce qu'il y a Est-ce que c'est transversal? Est-ce que ces efforts-là, entre le ministère de l'Équipement, le ministère du Développement, plutôt le secrétariat d'État chargé du développement durable, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, bien évidemment, avec toutes les entités qui s'occupent justement de cette question, que ce soit la sûreté, plutôt la protection civile. Merci, Hafed à l'oreillette. En tout cas, toutes ces entités-là sont-elles sur la même longueur d'onde? Pour résumer, les efforts sont-ils fédérés pour justement faire face à d'abord la gestion des risques et aussi par rapport à la gestion des catastrophes naturelles? Je pense en matière de gestion d'urgence et des crises de catastrophes, ils le sont. Donc il y a un effort de coordination qui a commencé à donner ses fruits. Et donc, on espère que ça serait de même pour tout ce qui est prévention des risques. Aujourd'hui, donc, il y a une unité au sein du ministère de l'Intérieur qui se charge de dossiers, entre autres le Fonds national de lutte contre les catastrophes. Donc, c'est un processus auquel il est piloté par le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères adhèrent également à ce processus. Alors, ce fonds-là, quelle place a-t-il dans la loi de finances ? Alors, par rapport à la loi de finances, je ne sais pas, mais je sais qu'il a quand même vraiment donc, quelques ressources donc, pour gérer des projets, enfin, pour lancer des projets. Donc, ça passe. Donc, ça, c'est une des avancées en matière de gestion des risques de catastrophe au Maroc. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Donc, ça lance. Bon, ces projets, en fait, passent par des appels, donc, et toutes les administrations donc, sont en mesure de se missionner pour avoir un financement. Donc, l'essentiel de ce financement, donc, c'est à travers le fonds, mais il faudrait également que l'administration en question contribue également donc, au financement. Et il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés dans ce sens en se basant sur le Fonds national de lutte contre la catastrophe. C'est un fonds qui allie à la fois entre les actions et les mesures des projets à caractère structural et des projets à caractère non structural. Et ça concerne pour le moment donc les collectivités locales, les collectivités territoriales, les administrations, mais on espère aussi qu'il soit élargi au secteur privé, parce que lorsqu'une catastrophe se produit, donc il ne fait pas distinction entre le secteur public et le secteur privé, donc il ravage tout ce qui est tout ce qui a dans son chemin. Très bien. Rachid Mali, donc, vous êtes vice-président de la COMADER, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement durable. On parle de coûts, on parle de financement des actions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi une stratégie de financement, une co-stratégie de financement entre le ministère de l'Agriculture, le secteur privé et également d'autres départements ministériels pour justement faire face à la gestion, d'abord, non seulement de crise, en cas de sécheresse, mais aussi de prévention? Nous, dans le secteur agricole en général, c'est surtout la prévention. Surtout la prévention, parce que nous, on est plus touchés. Quand on dit quand on voit la vulnérabilité des agriculteurs dans ce secteur, c'est surtout, ils sont touchés surtout par la sécheresse, qui est la plus grande cause. Ce n'est pas les aléas climatiques qu'on voit actuellement, par exemple là.
quand il y a une catastrophe comme ce qui se passe au niveau des crues ou autre chose, il y a ces inondations, c'est carrément les infrastructures de l'État qui sont touchées en général. Mais quand on parle de l'agriculture, notre souci numéro 1, par exemple, c'est la sécheresse, c'est le manque d'eau. C'est les effets de la grêle, c'est les effets des feux de forêt qui, avec le pâturage et tout. Donc, il y a c'est ça Ça vous impacte, les feux de forêt? Est-ce que ça peut impacter bien sûr, le secteur agricole? Comment? Énormément. Ben, ça impacte parce que qui des forêts aide aussi le pâturage à côté. Ça passe aussi par le pâturage. Et vous savez que l'ami numéro 1 de l'agriculture, c'est les forêts. Les forêts, c'est notre patrimoine. C'est pour ça que je dis, est-ce que quand il y a un feu de forêt, est-ce que c'est positif ou négatif finalement pour l'agriculture? C'est très négatif. Pourquoi? Très négatif, parce que la forêt, c'est un écosystème qu'on ne faut pas qu'on touche. C'est quand même, ça bloque les érosions, on en a parlé tout à l'heure. Glissement de terrain peut-être aussi. Glissement de terrain, la forêt, c'est la source de la pluviométrie, de tout ce qu'on cherche comme pluie, on a toujours dit, c'est la forêt qui ramène la pluie. Et ça, on commence à avoir d'ailleurs, c'est une déforestation, c'est un autre... Vous trouvez que c'est plus récurrent aujourd'hui, ces feux de forêt? Est-ce qu'ils sont plus nombreux qu'avant au Maroc? Non, les feux de forêt, non, pas vraiment, pas beaucoup. Je pense que c'est pas... Non, c'est pas... Il n'y a pas ce phénomène, ça s'en suit pas. C'est pas vraiment notre problème numéro 1, si on veut dire. Notre problème numéro 1 au Maroc aujourd'hui, c'est l'eau. L'eau, que ce soit. Quand il y en a trop ou quand il n'y en a pas du tout. Surtout quand il n'y a pas du tout. Maintenant, quand il y a une baisse, là, pour parler de la prévention, vous savez que la nappe est en train de baisser. Les cours d'eau à l'extérieur de surface, ils sont en train de baisser d'une manière incroyable. On a des fleuves avant qui coulaient toute l'année, maintenant ils coulent 2-3 mois par an. Et pour ça, au niveau du ministère, on a fait des opérations extraordinaires. On est passé, c'est la gestion de l'eau, on est passé par tout le gaspillage qui se faisait au niveau d'eau. Maintenant, on est passé au système de goutte à goutte qui est subventionné par l'État entre 80 à 100%. Et on est passé quand même de 150 000 hectares il y a 10 ans de goutte à goutte à 560 000 hectares. On a 400 000 hectares de plus, ce qui nous a fait économiser quelque chose comme 2 milliards de mètres cubes d'eau. Donc, c'est l'équivalent d'un grand barrage, un immense barrage. Donc, c'est ça, c'est les préventions qu'on est en train de faire, c'est surtout ça. C'est essayer de réduire la pression qu'il y a aujourd'hui sur la nappe. Parce que tout est lié. Quand on a moins d'eau, c'est automatiquement des effets de sécheresse à répétition. Quand il y a des effets de sécheresse à répétition, ça crée des inondations parce que quand ça vient, il y a plus le sol est complètement aride, il est complètement sec, donc l'eau part directement. Si on n'avait pas, c'est toute une chaîne, tout est lié, quoi. C'est Blaouchi, est-ce qu'aujourd'hui on parle de réchauffement climatique? Parce que des fois on a tendance peut-être à faire des amalgames par rapport à cette question de réchauffement climatique. Est-ce que ça veut dire qu'on aura plus de sécheresse? Est-ce que les catastrophes naturelles vont être de plus en plus violentes? C'est ce qu'on remarque aujourd'hui, en tout cas, de par le monde et notamment au Maroc. Ou peut-être pas, selon votre expérience, bien sûr. Alors, moi, je dirais que vous ne trouverez pas de personnes qui ne seraient pas d'accord sur le changement climatique. La différence, que ce soit des scientifiques, des gens normaux ou des instances internationales. Les climato-sceptiques n'ont plus leur place aujourd'hui. N'ont plus leur place. Ils peuvent ne pas être d'accord sur l'origine. Les uns l'incombent au courant, ils vont chercher la solution dans les courants marins. Certains vous disent c'est El Niño, c'est El Niña qui réchauffe la surface de la mer et c'est ça qui perturbe. L'autre qui vous dit ah non, moi je crois que c'est les activités humaines. En l'occurrence, je parlerai de l'industrialisation qui avait débuté en 1850 et coïncidence, à partir de cet instant, on a trouvé qu'il y a un dérèglement par l'apport du dioxyde de carbone qui est généré par ces usines, par cette industrialisation. Et on a constaté qu'il y a un dérèglement
part des sécheresses qui sont de plus en plus récurrentes, des pluviométries qui sont de plus intenses mais courtes en durée, des vagues de chaleur qui atteignent des températures anormalement élevées, ou bien des coups de vent d'une violence extrême. Et c'est ça où on peut ne pas être d'accord, que ce soit des individus ou des instances internationales, des associations de climatologues ou de météorologues, ça, ou même des géographes ou des océanographes, chacun il a sa petite théorie. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a un dérèglement climatique ou un changement climatique. Le constat, c'est que depuis, je crois, un siècle, on a constaté que la température moyenne elle a augmenté de 1,7 à 1,6, ça dépend des statistiques. Et on fait des modèles de prévision. Tout à l'heure, on parlait de prévisions pour saisonnières, mais il y a des gens qui font des prévisions à très, très long terme et qui prévoient un petit peu l'évolution de la nature et qui disent que si on n'arrête pas ces activités, on va jusqu'à des hausses de température de l'ordre de 5 à 6. Alors, retenez avec moi, avec 2, et on essaie de retenir ce seuil à 2 degrés. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du Maroc aujourd'hui ? Au niveau du Maroc, il faut dire que ce n'est pas un grand pollueur. C'est cela. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il ne participe pas, parce que toujours on parle de culture. Il faut éduquer les gens à faire les bonnes manières, les bonnes choses. Au Maroc, nous avons eu l'expérience, pour ne pas polluer, les sacs de plastique. On a réussi. On n'en voit plus autant. Au début. Qu'est-ce qu'on a, on a fait beaucoup de choses. Nous avons un gisement solaire. Nous avons fait confiance à l'énergie renouvelable, à l'énergie propre. On est en train d'abandonner tout ce qui est, je dirais, charbon, tout ce qui est polluant, tout ce qui dégage des quantités de dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère. Donc, parce que, vous savez, il n'y a pas de frontières entre les pays. C'est un globe. Si vous faites une petite pollution, c'est exactement les inondations, c'est des gouttes d'eau. Si on pollue un petit peu, mais ça va peut-être faire déborder le seuil qu'on essaye de maintenir. Donc, et il a des conséquences et des impacts qui sont très néfastes. Sachez qu'on est en train de polluer aussi les mers et les océans. Ce dioxyde de carbone, une fois qu'il arrive dans les mers et dans les océans, il acidifie la mer. Donc il n'y aura plus de vie même dans la mer. D'où il faut participer en évitant de polluer, de faire de bonnes manières pour utiliser les énergies propres, même à notre niveau. Même dans le domaine urbain, essayer de ne pas utiliser des véhicules qui consomment beaucoup de carburant alors qu'on est en ville. Je ne veux pas nommer, vous avez des gens qui circulent avec des voitures qui consomment énormément, alors que ce sont des citadins. On peut faire des petites économies, mais qui auront un bon impact sur l'environnement. Et justement, ça incombe aussi, et c'est l'une des responsabilités du ministère de l'Équipement, notamment par rapport à ce parc automobile et l'impact des vieux véhicules, peut-être sur l'air que nous respirons tous. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission, et je voudrais revenir sur cette stratégie nationale de la gestion des risques de catastrophes naturelles. Hicham Zine, vous avez travaillé sur cette question ? Je n'ai pas travaillé, pour le cas du Maroc, je n'ai pas travaillé sur stratégie, mais j'ai travaillé sur les stratégies d'autres pays. Je sais qu'il y a une stratégie en cours d'élaboration et qu'il y a un draft maintenant qui circule entre les différents départements pour collecter. Est-ce qu'on est capable d'avoir une plateforme nationale, globale, qui englobe tous les départements et qui travaille tous dans la même direction ? Bien sûr. On est capable de le faire et nous avons de là toutes les compétences pour faire les choses correctement, convenablement dans les règles de l'art, selon les inspirations et les tendances, ce qui est en usage actuellement au niveau international. Donc c'est une volonté, ça demande du temps. Il faudrait être patient. C'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, la gestion des risques, c'est pas vraiment d'un jour au lendemain, ça prend énormément de temps. Il faut s'installer, il faut équilibrer entre les mesures structurelles et non structurelles. La stratégie, elle est là, donc maintenant, il y a un draft qui circule et certainement, donc il sera
donc associé avec un plan d'action, parce que la stratégie ASE n'est pas suffisante. Donc, il retrace grosso modo les grandes lignes d'intervention, mais le plan d'action, donc, il va préciser, j'imagine, des actions précises qui coiffent tout le cycle de gestion des risques de catastrophe pour aller en avant en matière de gestion des risques de catastrophe, sachant que les risques de catastrophe, ils existent et ils vont exister pour toujours. Et notre ambition, c'est de les réduire. On ne peut jamais les arrêter, c'est de les réduire d'une façon substantielle, réduire leur impact, les dommages et les pertes qui en résultent. Voilà, je vais peut-être terminer, malheureusement le temps de l'émission s'est écoulé, avec ces recommandations. Encore une fois, je reviens à rapport de la Cour des comptes paru en 2016 par rapport à la gestion des risques. Parmi les recommandations générales de la Cour des comptes, il y a cette question de la nécessité de la mise en place d'une plateforme nationale de gestion des risques, plus bien sûr ce que vous avez parlé de structure organisationnelle et encore une fois de cette plateforme nationale. Rachid Mali, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Merci beaucoup. Merci et Shamzine, merci à vous aussi. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Belleauchi, toujours un honneur et un plaisir de vous recevoir. Merci madame. Merci d'avoir en tout cas enrichi ce débat. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode d'Éco-Débat de cette 4e saison de votre émission de l'économie et de la finance sur Médien TV. Très bonne suite des programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.